Bonjour, je suis le docteur Ibrahim Sosefal, sous-directeur général de l'OMS en charge de la réponse aux situations d'urgence et sous-secrétaire général des Nations Unies. Comme vous pouvez l'imaginer, mes équipes sont en train de travailler à plein temps sur la réponse à la pandémie de COVID-19, mais aussi à beaucoup d'autres urgences liées aux épidémies, aux catastrophes naturelles et situations humanitaires comme la crise de Rohingya ou la récente crise du Tigré. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec mon grand frère Michel Amala Sidibé, ancien ministre de la Santé du Mali, mais surtout ancien directeur exécutif de l'ONU-SIDA pendant plus de 10 ans et ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Donc, il a longtemps travaillé sur notre pandémie, mais les virus ne nous ont pas encore lâchés. Donc, c'est un plaisir d'être avec lui aujourd'hui pour ces deux sessions avec un premier sous-thème qui a trait à la place de la santé digitale et les innovations et un deuxième sous-thème sur la place de la production locale dans le secteur pharmaceutique. Je vais faciliter la première session sur la santé digitale et l'innovation et rappeler aux panélistes qu'ils auront des questions et auront au total 5 minutes pour répondre à ces questions. Mais avant de présenter nos éminents panélistes, j'aimerais juste dire un mot sur le thème qui est extrêmement important. Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 est une crise sans précédent de notre ère avec des conséquences multidimensionnelles. Et qui parle de crise parle d'abord de victimes, parce que les statistiques ne sont pas que des normes, ce sont des individus, des familles, des communautés qui sont durement affectées et quelquefois durablement affectées. Cependant, quand il y a crise, nous avons toujours des opportunités pour innover, des opportunités pour mieux faire et pour prévenir d'autres événements. Donc, nous sommes dans une ère sans précédent aussi du digital ou du numérique, mais aussi de la biotechnologie et de la nanotechnologie. Nos vies ont radicalement changé à cause de la technologie, et en particulier pendant la pandémie COVID-19. Elle a affecté la façon dont nous communiquons entre nous, mais aussi de la façon dont nous apprenons et protégeons notre santé. Les natifs du millénium, la génération Z, j'allais dire, sont vraiment des natifs numériques qui vivent confortablement avec la technologie, tandis que certains d'entre nous, un peu plus âgés, doivent travailler encore pour naviguer dans cet espace. Mais nous devons nous rendre compte que la technologie est juste un outil, aussi puissant soit-il. Il est important que nous l'utilisions à bon escient, avec l'éthique et en plaçant l'équité au centre de ce que nous voulons réaliser avec la technologie. Alors que des milliards d'individus profitent donc de progrès technologiques et du numérique, une importante partie de l'humanité est du mauvais côté de la fracture numérique. Certaines études indiquent que moins de 30% des femmes africaines sont en ligne aujourd'hui. Donc, la technologie, comme d'autres forces de notre société, peut encore accroître des inégalités dans notre société, y compris la pauvreté et le genre. Les gens doivent souvent décider s'ils doivent payer pour la nourriture ou la santé ou payer des outils technologiques. Mais lorsque les gens ont accès à la technologie numérique et possèdent un appareil, il peut être aussi difficile de les utiliser à cause du niveau d'analphabétisation numérique. Mais nous avons de la promesse avec l'outil technologique dans le domaine de la santé. Je parlerai de la télémédecine, donc avec tous les progrès qui ont été faits dans ce domaine. Mais la technologie nous aide aussi à créer des connaissances en matière de santé, à apprendre à protéger donc, la santé de la population, à diffuser des messages pour le changement de comportement. Et comme la pandémie nous l'a montré, nous pouvons utiliser la technologie numérique pour apprendre, former, faire de multiples transactions et rester en contact avec nos proches. Et je vais surtout insister sur les développements récents en termes de recherche et développement sur le continent africain avec l'épidémie d'Ebola ou dans des villages très reculés en République démocratique du Congo avec l'innovation, la technologie, des laboratoires mobiles utilisant la technologie jeunes experts ont pu être déployés, la recherche sur les vaccins et l'approbation de ces vaccins et la découverte de nouveaux traitements. Donc, au niveau de l'OMS, bien entendu, nous profitons donc de l'apport de la technologie pour avancer, pour suivre la pandémie, comprendre son évolution, communiquer à travers le monde avec les États membres et coordonner la réponse. Et avec notre plateforme numérique, nous avons pu inscrire près de 5 millions de personnes pour une formation à distance dans 45 langues dans 195 pays. Donc, vous voyez qu'on peut beaucoup faire avec la technologie, mais je suis sûr qu'avec nos invités de marque que je vais présenter, nous entendons plus encore sur la possibilité d'utiliser l'outil technologique de façon équitable et rationnelle.
Donc, pour ce panel, nous avons donc le docteur Adam Selimna qui vient de l'Université de Luxembourg, qui est expert en health, en digital health. Mais nous avons aussi le docteur Ibrahim Kaliloudia, le coordinateur de la cellule santé digitale du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Nous avons aussi Modrek Chibi qui nous vient du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et qui est chargé de l'innovation. Et nous avons aussi notre collègue Louis Pizarro de United, donc avec qui j'étais il y a juste 2 jours dans un autre panel. Et par la suite, donc, nous verrons la session qui va suivre. Et pour chaque panéliste, nous avons donc une question précise. Je vais commencer par le docteur Adam. En tant qu'expert en santé digitale, en analyse du business stratégique et développement du partenariat, pouvez-vous partager avec nous les opportunités et défis de la santé digitale dans le cadre de la gestion de la pandémie à la COVID-19? Donc, vous avez 5 minutes, à vous. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Écoutez, je suis très honoré d'être parmi cet exceptionnel parterre de panélistes en présence de ministres et de hauts responsables de belles organisations et de nobles organisations. J'en profite également pour remercier professeur Ibrahim Assek qui a permis cette invitation. Je vais partager mon écran si vous le voulez bien. J'espère qu'il va s'afficher de suite en mode diaporama. Si vous pouvez me confirmer qu'il s'affiche bien en mode diaporama pour pouvoir répondre à votre question. Très bien, allez-y. Alors, effectivement, je vais d'abord commencer répondre à la question en traitant plutôt le thème de l'innovation et plutôt de dire que l'innovation doit être perçue dans notre question, dans la question, celle évidemment de la réponse qui peut être apportée sur le plan sanitaire, mais c'est également un facteur de croissance important. On voit que certains pays dans l'index qui est développé par l'INSEAD, l'Université de Cornell et le Bureau des brevets, international des brevets, dans son étude sur l'Afrique, montre des différentes dynamiques au niveau des différents pays, donc peut-être les Afriques, et avec des dynamiques différentes pour différentes raisons, mais on sait que l'innovation est corrélée également au produit intérieur brut, et certains pays tirent mieux leurs cartes des autres, et peut-être que c'est aussi quelque chose que l'on doit regarder, c'est-à-dire le digital comme étant source de facteurs de croissance économique. Et on voit bien la difficulté qu'aujourd'hui les pays à apporter une réponse à la fois en prenant le critère sanitaire et en prenant le critère économique. Alors, pour chacun des pays africains qui ont différentes, comme je viens de dire, différents PNB, c'est assez compliqué effectivement d'y aller tout seul et démarrer de zéro dans une industrie naissante qui est un véritable enfant. Il faut que cette industrie du digital puisse être accompagnée, et permettez-moi d'avoir cité ici l'un des plus beaux proverbes, et ces proverbes africains accompagneront ma présentation. Dans ce village qui doit accompagner cet enfant, hélas, en ce qui nous concerne, nous, Africains, eh bien, il manque des docteurs dans ces villages. Et puisqu'on a des ratios extrêmement défavorables pour la population comparé à d'autres régions du monde, et il faut donc trouver des solutions pallier à ce manque. Parfois, de brillants docteurs, d'ailleurs, rejoignent les autres régions du monde et créent donc des carences assez fortes chez nous, y compris dans la médecine spécialisée. Et donc, la nature ayant horreur du vide, selon Aristote, comme vous le savez, les entrepreneurs se sont mis au travail. L'Afrique est déjà à l'œuvre et on compte déjà, ça a été recensé l'année dernière, plus de 200 startups en Afrique déjà identifiées, et donc le mouvement est lancé. Les grandes entreprises, en particulier celles du secteur pharmaceutique, s'associent à la naissance de ce secteur. Et donc, il y a un vrai mouvement qui naît et qui touche un grand nombre de pays africains. Certains, donc, aujourd'hui, ont un nombre de startups assez considérable quand on parle du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Kenya, l'Égypte, mais d'autres pays dont on n'attendrait pas nécessairement sur la scène ont déjà quelques startups qui commencent à émerger et à connaître du succès. Alors, les fondamentaux de la création dans le domaine de
du digital health, c'est d'avoir, et ça, fort heureusement, l'Afrique en a encore en très grande quantité, c'est peut-être la ressource la plus importante d'Afrique, en tout cas, c'est celle que je conçois comme étant la plus importante, c'est sa puissance cognitive. C'est l'ensemble de ses cerveaux et cette jeunesse absolument prodigieuse, capable de délivrer aujourd'hui et de prendre en main ces nouvelles technologies. On a bien sûr une connectivité qui est difficile, qui se met en place, mais elle est relativement ubiquitaire, ce qui a permis de démarrer un peu cette industrie. Et on a des équipements qui se mettent en place, l'accès à des ordinateurs, mais les équipements performants, les data centers ne sont pas encore au niveau pour qu'on puisse aller bien au-delà. Mais enfin, ce terrain est là et donc il y a quelques fondamentaux qui ont permis cette naissance. Il faut aller plus loin. Alors, bien sûr, c'est tout petit et il faut se dire que ce n'est pas parce que c'est petit qu'il faut l'ignorer. On a d'ailleurs, parmi des startups qui s'intéressent à l'Afrique, on a des startups, y compris créées d'ailleurs souvent par des Africains de l'étranger, comme une startup dans la génomique aux États-Unis qui vient de créer une filiale au Nigeria, ou bien que c'est le cas d'une startup en Espagne qui a créé sa filiale au Maroc. Et on peut parler maintenant, on a connu une époque de transfert de connaissances, peut-être on ouvre maintenant une nouvelle ère du transfert d'innovation par les expatriés nationaux pour reprendre un programme de l'UNESCO qui avait été ou qui est encore très performant, qui est le TOC 10, et maintenant peut-être on va parler de TOI 10 s'il fallait nommer ce programme. Parmi les startups, donc j'en ai cité, j'ai présenté un peu cet écosystème. Vous voyez sur la droite un certain nombre de startups qui ont commencé à recevoir des financements significatifs, des startups d'Égypte, du Ghana, du Nigeria bien sûr, qui a produit. Et puis parmi les startups mondiales les plus prometteuses, j'ai déjà dépassé mon temps, elles commencent à émerger, elles commencent à être sur le devant de la scène. Simplement, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a 90 millions d'investissements en Afrique aujourd'hui pour 8 milliards l'année dernière pour les seuls États-Unis. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va effectivement avoir un terreau suffisant pour faire naître cette industrie. Donc, il va falloir se mettre ensemble au travail pour aller plus loin dans cette industrie et l'accompagner, c'est-à-dire mettre en place des écosystèmes productifs, voir avec ces startups, quand elles se créent sur différents marchés, leur permettre d'accéder à des marchés solvables, c'est-à-dire une dynamique intra-africaine, et permettre aussi à ces startups de se déplacer parce qu'on a affaire à une multiplicité de langues, à une multiplicité de cultures, et il faut pouvoir accompagner ces startups pour qu'elles émergent sur un marché qui leur soit profitable. Voilà, j'ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie et merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Adam, pour l'excellente présentation. Je n'ai pas voulu vous arrêter comme vous êtes le premier intervenant, mais je suis sûr qu'on va rattraper avec les collègues qui vont suivre. Certainement qu'il y aura des questions. Donc, je vais passer la parole au Dr. Ibrahim Khalilou Dia pour qu'il nous fasse une petite réponse sur la question suivante. À l'ère du numérique, comment la lutte contre la COVID-19 a-t-elle bénéficié de nombreuses innovations, notamment digitales? Comment ont-elles contribué au succès observé au Sénégal? Docteur Dia, vous avez 5 minutes. Merci. Le docteur Dia est là ou il est en mute? Oui, mode silence. Le docteur Dia a quelques problèmes de connexion. Il sera parmi nous à nouveau dans quelques instants. Est-ce qu'on va passer au prochain? Pour revenir à lui, pour gagner du temps, je pense que je vais essayer de donner la parole à Modric Chibi du bureau régional de l'OMS. Donc, Monsieur Chibi, l'OMS Afro a un département des innovations que vous dirigez. Quelle a été votre contribution à la réponse contre la pandémie? Pouvez-vous partager avec nous quelques expériences communautaires ou nationales africaines? Vous avez 5 minutes, Monsieur Chibi. À vous. Thank you very much, Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président de séance. En effet, la COVID-19 a inspiré des innovations dans la région Afrique. Entre août et octobre de cette année, nous avons mené une étude qui visait à faire l'état de la situation en matière de technologie dans le monde. Ce qui a été encourageant, c'est que environ 13% des technologies
venaient de notre continent. La plupart des grandes innovations africaines étaient orientées vers l'informatique, soit 58,7%, y compris l'auto-évaluation, les outils qui ont été adoptés dans pratiquement tous nos pays, également le suivi des contacts au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays d'Afrique. Nous avons constaté l'émergence des outils et des soins de santé intégrés, par exemple au Nigeria, où il y a eu des approches qui faisaient intervenir des robots. Il y a également le prélèvement pour le test de COVID. Au Rwanda, nous avons constaté le déploiement du matériel dans plusieurs endroits du pays et les structures de santé ont également été renforcées au Rwanda pour renforcer la lutte contre la COVID. Et j'ai également vu le docteur K qui a été célébré au Sénégal et qui a mis au point un robot qui distribuait les médicaments. Oui, l'innovation peut inspirer le développement en Afrique. L'OMS a, dans ce sens, pris les devants et institutionnalisé une approche pour promouvoir le développement dans ce domaine, dans cette région. Il s'agissait des innovations qui pouvaient sauver les personnes les plus vulnérables et qui étaient déployées dans les zones les plus touchées. Au cours des dernières années, nous avons constaté plusieurs initiatives innovantes, notamment le lancement de l'initiative de l'OMS de 2018 qui a fait intervenir 2500 personnes. Nous travaillons en étroite collaboration avec les innovateurs qui ont pris part à cette compétition et nous soutenons leurs innovations d'une manière ou une autre. Depuis l'avènement de la COVID-19, nous avons organisé plusieurs événements visant à promouvoir les innovations qui pourraient être mises à profit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 dans nos pays. Nous avons organisé des webinaires pour promouvoir les innovations dans le continent. Nous avons organisé des conférences de presse qui ont été animées notamment par notre directeur régional et pour vendre les innovations dans notre région. Nous sommes très engagés à continuer de jouer un rôle de premier plan dans la fourniture des solutions informatiques pour réaliser un impact durable. Vous saurez certainement que la cohorte dont j'ai parlé qui a permis d'élaborer des solutions internes au sein des communautés et sur le continent dans son ensemble ont pu montrer l'impact que ces innovations peuvent avoir sur le système de santé. Et nous avons également développé des modèles d'affaires autosuffisants. Nous vous remercions. Veuillez conclure votre intervention. Pour conclure dans mon intervention, je dirais donc qu'en ce sens, l'OMS Afrique a développé ce qu'on appelle la stratégie visant à porter à échelle la lutte contre la COVID-19. Il s'agissait de renforcer les systèmes nationaux pour répondre aux besoins et en tenant compte des réalités de chaque pays. Notre espoir est qu'au moment où nous continuons à soutenir ces stratégies, les innovateurs vont permettre de réaliser un changement positif dans toute la région. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je suis désolé d'avoir dépassé mon temps de parole. Merci. Il est encourageant de savoir que l'innovation a produit un impact sur les personnes et les systèmes de santé. Coordinateur de la cellule digitale du ministère de la Santé. Docteur Dia, à l'heure du numérique, comment la lutte contre la COVID-19 a-t-elle bénéficié de nombreuses innovations, notamment digitales? Comment
ont-elles contribué au succès observé au Sénégal? Vous avez 5 minutes, à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au Sénégal, nous avons la chance déjà, au début de l'épidémie, le ministère de la Santé disposait déjà d'un service de santé digitale avec travail. Nous sommes déjà dans une lancée de mettre en place une vision, d'identifier des projets numériques de santé. Et l'autre chance que nous avons eu l'apport de l'écosystème national. Les développeurs, les entreprises informatiques, les opérateurs de télécommunications, se sont tous rués vers le ministère de la Santé pour apporter leur contribution. C'est ainsi que nous nous sommes regroupés dans une initiative que nous avons appelée DAN Covid, qui signifie battre le Covid. Avec cette initiative, nous avons pu régler beaucoup de problèmes. Au niveau des centres de traitement des épidémies, nous avons pu mettre en place un dossier patient, donc dématérialisé. Les médecins, depuis leur maison, depuis leur bureau, pouvaient accéder au dossier du malade et que toutes les informations étaient centralisées au niveau donc, de l'agence de l'informatique de l'État. Nous avons également pu essayer quand même le tracking des cas contacts. Là aussi, avec l'apport des opérateurs de télécommunications, nous avons pu requalifier ce que nous appelons des cas communautaires. Un cas communautaire, c'est un cas de Covid qui ne sait pas où est-ce qu'il a eu la maladie. Donc, avec le tracking des historiques mobiles, nous avons pu requalifier certains cas communautaires parce que nous avons pu voir effectivement que ces cas communautaires-là, en réalité, ont été en contact avec des cas connus. Nous avons également mis en place une plateforme cartographique web nationale qui donnait chaque jour et qui donne chaque jour la situation de l'épidémie. Donc, chaque jour, vous avez des cartes qui sont confectionnées qui donnent le nombre de cas selon le genre et selon également le territoire. Donc, c'est une plateforme web, mais également, on fait des cartes qu'on distribue au niveau national. Avec également cette initiative dans le Covid, nous sommes allés même au-delà de la santé, parce que nous avons essayé d'accompagner les autres secteurs comme le commerce, comme en tout cas tout ce qui concerne le transport également. Ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé avec la COVID, c'est que nous avons eu des problèmes. Le problème de la continuité des services. Nous avons vu que les médecins avaient des problèmes sur la comorbidité de certains malades. Ils n'avaient pas l'information que les malades qui arrivaient avaient déjà des maladies chroniques ou pas. Parce que tout simplement, on n'a pas un dossier patient national unifié. Nous avons également eu des besoins de communiquer avec la population, une communication rapide pour sensibiliser la population. Nous avons eu des problèmes de données, parce on était pris dans le feu de l'action, mais il fallait aussi quand même qu'on tienne compte des données. Il faut bien les prendre, parce qu'après, il faudrait faire de la recherche pour mieux comprendre l'épidémie. On a développé donc ces solutions que je viens de énumérer. Maintenant, je pense qu'il y a encore des défis à relever. On sous-estime le défi de l'Internet, mais c'est un défi réel. Ici à Dakar, dans certains hôpitaux, on a eu des problèmes pour l'Internet. Nous avons également eu un grand défi à relever, c'est l'accompagnement au changement des professionnels de santé. Il fallait être là tous les jours pour que les médecins infectiologues continuent à renseigner le système d'information mis en place, le dossier patient. Parce qu'ils étaient pressés dans le feu de l'action. S'il y avait des problèmes, ils risquaient d'arrêter. Donc, il fallait toujours les encourager à utiliser cela. Nous nous sommes rendus compte que même l'équipement n'était pas disponible. Il n'y avait pas suffisamment d'ordinateurs. Il a fallu, avec le ministère de l'économie numérique, chercher des tablettes et des équipements pour pouvoir renforcer ces solutions. L'autre qu'il faut relever, c'est l'interopérabilité. Dans le feu, nous avons développé beaucoup d'applications. Mais on s'est rendu compte que, finalement, au niveau central, nous avions beaucoup de plateformes, mais qui ne communiquaient pas, ce qui fait qu'on n'avait pas de statistiques facilement. Il fallait aller dans la plateforme X, prendre l'information, aller dans l'autre, prendre et faire la compilation. L'autre aspect, c'est la confiance entre la santé et le secteur privé. Il y a encore du travail à faire entre l'administration et le secteur privé. Parce que souvent, l'administration
n'est pas très formée, n'est pas très prête à pouvoir voir autant le privé l'envahir de cette façon-là. Donc ça aussi, on a travaillé sur la confiance, pour qu'il y ait une confiance entre le ministère de la Santé, qui avait déjà des informaticiens, mais également le secteur privé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ça. Parce que je suis en contact avec des collègues aussi africains. Actuellement, les présidents, les gouvernements sont en train de renforcer l'aspect santé digitale. Et ça, je pense que c'est la solution. Parce que nous, on s'est battu. Le professeur Aoumari Kolsek, ici présente, c'est lorsqu'elle était ministre qu'elle a créé le service santé digitale. Mais dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Le courage qu'elle a eu pour créer ce service, en tout cas, la COVID lui a donné raison sur cette question-là. Et je pense qu'il faut renforcer la création de ces services dans les ministères de la Santé. Parce que s'il n'y a pas d'équipe permanente, tout ce que nous allons concevoir comme digital ne marchera pas. Mais au Sénégal, avec la COVID, on a vu que même c'est le président lui-même qui en parle maintenant. C'est lui-même qui exige que le système soit dématérialisé. Actuellement, il attend qu'on lui fasse des propositions en matière de digital. Parce qu'il veut que tout soit tracé. Et je pense que ça, c'est presque dans tout le continent africain. Et je pense que ça, c'est un point important qu'il faut souligner. Maintenant, ce n'est pas réglé du tout. Hein. Ça, c'est bien, parce que l'argent n'est pas suffisant pour réussir cet aspect de rendre digital le système de santé. Des pays ont eu l'argent et ont échoué. Il faut l'argent, il faut de l'accompagnement au changement, il faut un engagement de tous les acteurs. Je dis bien de tous les acteurs, que ce soit ceux qui hébergent les données, que ce soit ceux qui sécurisent, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit le ministère de la Santé. Donc, tout le monde doit être informé, doit s'engager pour qu'on puisse réussir à digitaliser le système de santé et être fort pour que demain, il y a des épidémies de ce genre-là, qu'on puisse rapidement, pour chaque malade, dire voilà son tableau clinique, pour chaque malade, dire voilà ses antécédents, ce qui va faciliter la prise en charge de ces malades. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire, partager avec vous en restant disponible s'il y a des questions. Merci. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup, Dr. Dia, pour cette excellente présentation. Vous avez touché du doigt les vrais problèmes. Heureusement qu'il y a plus de conscience. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand il y a une crise, il y a une opportunité. Nous ne devons pas voir la santé digitale comme un pilier parallèle, mais c'est un pilier qui doit être intégré à notre façon de faire. Et nous devons accompagner ce changement de comportement pour que cet outil aide à la prise de décision à temps réel. Je pense que c'est important. Et vous avez tracé les voies sûres pour le Sénégal avec l'engagement au plus haut niveau. Merci. Je vais maintenant passer pour cette session à notre dernier panéliste, donc, qui est Louis Pizarro de United, comme vous le savez. Et vous allez nous dire, donc, en tant que directeur au niveau de United, qui est un mécanisme de financement innovant pour l'accès aux médicaments pour le VIH, SIDA, la tuberculose et le paludisme, comment l'innovation peut jouer un rôle pour relever les défis mondiaux en matière de santé? À vous, Louis. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier évidemment les organisateurs pour cette invitation et tout particulièrement à Marie Kolsek, féliciter la tenue de ce forum qui, je pense, prend une place très importante dans le paysage de la santé et de l'innovation aujourd'hui en Afrique. Donc, merci beaucoup. Le directeur d'United, c'est Philippe Dunton, que j'ai l'honneur de remplacer aujourd'hui. Moi, je suis en charge d'une partie du portefeuille. Et je voulais commencer tout d'abord par vous dire un petit mot rapide que vous voyez dans cette slide sur quelle place occupe aujourd'hui United dans la promotion de l'innovation en matière de santé. Nous avons l'habitude de séparer d'abord ce qu'on appelle le upstream, la partie d'en haut où se génèrent aujourd'hui les innovations, le secteur académique, les startups, tous ces nouveaux partenariats qui développent des produits. Donc, on a des nouveaux médicaments, on a des nouvelles machines de diagnostic, par exemple, qui sont produites, qui arrivent à ce niveau-là. Mais avant que toute cette innovation, ces nouveaux produits puissent être une réalité pour les patients, pour les communautés au niveau du terrain, il y a toute une chaîne de valeur qu'il faut construire. Et c'est ce que vous voyez ici.
C'est-à-dire qu'il faut réfléchir tout d'abord à la qualité de ces produits et avec l'OMS, travailler sur la préqualification des produits pour qu'on soit sûr qu'ils puissent être distribués à grande échelle. Il faut négocier avec les producteurs pour que les prix soient aussi abordables et permettent que cette innovation arrive à tout le monde. Il faut travailler toutes les chaînes de distribution de ces médicaments et plus important encore, il faut travailler avec les pays, les ministères de la Santé, les communautés pour voir quels sont les canaux pour faire aboutir cette innovation au plus grand nombre. Et c'est ensuite nos partenaires comme le Fonds mondial, le PEPFAR, les ministères de la Santé dans les pays aujourd'hui qui ont plus de moyens, qui vont passer à l'échelle, le fameux scaling up, toute cette innovation-là. Alors, je voulais, parce qu'on est au Sénégal, même si c'est virtuel, vous citer en exemple un projet qu'on met en place non seulement au Sénégal, mais aussi avec le docteur Michel Sidibé au Mali et en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Atlas et qui répond aux besoins de dépister notamment les populations clés infectées par le VIH, qui aujourd'hui n'arrivent pas dans les centres de dépistage et les centres de soins. Et de la même façon que, par exemple, sur un test de grossesse, on a dépassé, disons, un stade en permettant aux patients de prendre en charge leur santé eux-mêmes, on s'est dit pourquoi ne pas promouvoir l'autotest VIH et travailler avec l'industrie pour avoir, dans le cas aujourd'hui que je cite, un test salivaire qui va permettre aux uns aux autres de le faire chez eux. Là où ils préfèrent, et à travers des outils, par exemple, de communication électronique, avoir accès à des vidéos, avoir accès à des lignes téléphoniques qui vont leur permettre ensuite de reconnecter avec le système de soins. Donc, on a une innovation technologique, un test salivaire VIH, on a une innovation des outils aussi électroniques pour permettre aux patients d'être connectés, mais on a aussi une innovation sociale parce qu'il va falloir réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, avec les associations, avec le ministère de la Santé, bien entendu, avec les patients, quelles sont les meilleures façons de distribuer ce test, d'accompagner ensuite les personnes positives et de s'assurer que les gens raccrochent avec le système de soins et ils sont pris en charge correctement. Mais au-delà de ces innovations-là, on a voulu aller encore plus loin. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser les moyens aujourd'hui que l'audiovisuel, les réseaux sociaux, la télévision proposent. Et on a fait un partenariat avec la fondation MTV. Il existe aujourd'hui donc une série qui s'adresse aux jeunes et qui essaye de faire passer des messages autour de la santé sexuelle et aussi très précisément sur l'utilisation de ce test. Donc ça, c'est un exemple très concret de la manière d'investir sur l'innovation. Bien entendu, aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur la Covid parce que c'est le sujet qui nous concerne tous. Et je dirais qu'à chaque fois, un peu les mots-clés qu'on essaye de pousser chez nous à United, c'est de voir comment on peut simplifier les soins, le dépistage, pour que ça soit le plus facile pour les patients, comment on peut accélérer l'arrivée de cette innovation chez ceux qui en ont le plus besoin et comment on peut, in fine, transformer finalement les soins, les systèmes de santé pour que cette innovation-là réponde vraiment aux besoins des gens qu'on veut aider. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on sait qu'on est un petit peu court de temps, mais je serai évidemment ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Louis, pour cet excellent travail qu'United est en train de faire. United a été mise en place avec un financement innovant, mais nous continuons à voir les innovations aussi bien dans le domaine du diagnostic, de la prise en charge des patients, et ça nous soulage beaucoup dans le travail que nous faisons sur le terrain avec les pays. Et donc, c'était les 4 panélistes pour le sous-thème 3. J'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter tous nos collègues africains, notamment nos amis de l'Institut Pasteur de Dakar, pour le travail qu'ils font sur le terrain avec les laboratoires mobiles et renforcement des capacités et des méthodologies innovantes sur le terrain, mais aussi tous les jeunes Africains qui ont travaillé dans la recherche et développement pour les médicaments et vaccins contre la maladie à virus Ebola. Et remercier le professeur Aomari Kolsek, bien entendu, pour cette
invitation. Elle est mon professeur et on a beaucoup travaillé ensemble dans le cadre de Rollback Malaria. À ce stade, passer la parole à mon grand frère Michel Amala Sidibé pour le thème suivant. Je l'ai présenté tout à l'heure avec son leadership mondial dans la lutte contre le VIH-Sida, mais il a été un grand avocat pour la production locale de médicaments en Afrique et a contribué à la mise en place de l'Agence africaine du médicament. Donc, Michel, vous avez la parole. Merci. Merci, mon cher jeune frère Ibrahima. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'être avec toi. Je tiens d'abord à dire que tu n'es pas dans cette position par hasard. Tu l'as démontré au cours de ta carrière. Moi, j'ai été présent lorsque tu as aidé le Mali à contenir pratiquement Ebola. Et le Mali était un des pays qui avait été considéré comme un succès. Donc, ce que nous essayons de partager aujourd'hui est une question qui était très proche. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à ma sœur Awa Kolsek. Je pense que Awa, on n'a plus besoin de te présenter, on n'a plus besoin de t'introduire. Mais tout ce que tu as fait pour ce continent restera de façon indélébile parce que tu nous as aidés à venir ensemble chaque fois que c'était nécessaire pour porter des questions difficiles, faire en sorte qu'on puisse y répondre. Et justement, aujourd'hui, avec votre permission, je voudrais dire que la question qui nous interpelle est une question d'équité. Vous l'avez dit, vous l'avez mentionné, c'est une question de justice sociale. Je dirais même que c'est une question de redistribution des opportunités pour faire en sorte que les plus démunis aient accès aux médicaments, aux vaccins. Et aujourd'hui, la COVID nous le montre de façon très claire que si nous ne brisons pas la dépendance, si nous continuons à avoir pratiquement 25% des vaccins mondiaux qui sont administrés en Afrique et n'avoir aucun vaccin produit sur ce continent, il est clair que nous ne pourrons pas répondre de façon stratégique, de façon certainement cohérente aux besoins de nos populations en matière de santé. Et je voudrais dire aussi que c'est très important cette question que nous avons aujourd'hui parce que, regardez, c'est une question, moi je dirais, morale aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui au Royaume-Uni, on commence à vacciner. Quand est-ce qu'on va vacciner chez nous? Nous avons attendu 7 à 8 ans et je crois que Awa Kolsek est bien placé pour avoir les médicaments disponibles contre le sida pour les pauvres sur notre continent. Et nous devons refuser cette injustice-là. Je pense qu'il nous faut nécessairement repenser complètement nos stratégies. C'est pour ça que l'Agence africaine du médicament est très importante. Parce que si nous voulons parler réellement d'une meilleure sécurité sanitaire à nos populations, si nous voulons protéger vraiment la santé de tous les Africains, il faut qu'on arrive à mettre au cœur de nos préoccupations la question de la production locale. Et cette production locale, elle ne peut pas se faire de façon éparpillée. Il est clair et net qu'avec la pandémie, bien sûr, COVID-19, on a mis en évidence la nécessité de renforcer la coordination au sein de l'Union africaine. Vraiment d'améliorer la résilience des systèmes de santé en touchant bien sûr à toute la question de l'innovation que vous avez mentionnée et aussi de faire en sorte qu'on puisse être mieux préparé, anticiper, et pas seulement les crises qui nous tombent dessus, mais aussi les crises futures. Et j'ai entendu Ibrahima Sosé pendant longtemps nous dire, vous savez, ce virus Ebola, ce n'est qu'un début, nous aurons d'autres virus. Et aujourd'hui, on a la COVID, nous aurons d'autres virus. On est dans un monde aujourd'hui qui est complètement interconnecté. Avant la COVID, on avait plus de 110 000, je dis bien, vols sur l'ensemble du monde par jour. Et donc, il faut qu'on se prépare à cela. Donc, je voudrais dire que
en tirant les leçons, bien sûr, de la pandémie, la ratification vraiment rapide de l'Agence africaine du médicament devient une nécessité. On le voit aujourd'hui en termes de coordination pour l'accès au vaccin. Merci pour le leadership de l'OMS avec COVAX ainsi que Gavi. Mais il faut que l'Afrique aussi se coordonne, que l'Afrique soit capable d'avoir une réponse coordonnée, une réponse stratégique qui soit pensée en fonction, bien sûr, de systèmes de régulation que nous devons mettre en place. Donc, moi, j'étais à Dakar il y a 1 an de cela, quand il y a eu la décision, bien sûr, des chefs d'État de l'Union africaine de mettre en place AMA. On n'avait pratiquement pas de pays signataires. Aujourd'hui, on a 18 pays signataires. On a 6 pays qui ont ratifié. Il nous faut 15 pays pour faire en sorte que cette agence devienne une réalité. Je ne vais pas abuser, bien sûr, du temps qui m'est donné. Je préfère donner la chance plutôt à nos 2 brillants panélistes, Mohamedou Sow, qui est docteur en pharmacie et expert consultant en management, spécialisé en qualité et en productivité. Donc, il est aussi fondateur de Teranga Pharma. Et je voudrais, sans trop tarder, vous demander à M. Mohamedou Sow, avant de passer la parole à Djiby Ndiaye, le secteur privé sénégalais se bat depuis toujours pour une plus grande indépendance pharmaceutique. Des expériences diverses ont été menées avec plus ou moins de succès. Quelles sont les opportunités et les obstacles? La pandémie à la COVID-19 peut-elle réellement permettre l'ouverture de perspectives heureuses? Vous avez 5 minutes, Mohamedou Sow. Merci, docteur Michel Sidibé. Remercier donc les organisateurs de ce forum de m'avoir invité, partager nos idées et également faire un partage d'expérience avec tous les panélistes qui sont sur ce forum de très haute facture. Comme le temps requis n'est pas trop élevé, donc très rapidement pour vous répondre, vous avez parlé donc des différents projets qui ont eu lieu et qui battent de l'aile, mais un rapide état des lieux au niveau du Sénégal. Vous savez, l'industrie pharmaceutique sénégalaise a commencé depuis 1969 avec Ron Poulin, Sipoa Ron Poulin. Et aujourd'hui, en 2017, parce que 2017 c'est une année phare, en avril 2017, nous avions eu 2 multinationales. Sanofi Aventis, qui a quitté en avril, qui a cédé ses parts à Medis Pharma. Mais en décembre 2017, le groupe Pfizer, ancien leader mondial, également a arrêté sa production et a licencié son personnel. Et en décembre 2019, Medis, qui avait racheté les parts de Sanofi en 2017, a mis en chômage technique son personnel. Donc, tout ceci prouve qu'il y a de réelles difficultés pour que la production locale puisse éclore, pouvoir avoir des parts de marché pour que ces entreprises soient rentables. Alors, bien entendu, nous, Africains francophones, lorsqu'on regarde également le monde anglophone en Afrique de l'Ouest, on se rend compte que le tissu industriel pharmaceutique est très, très, très faible en Afrique francophone. Je ne vais pas trop développer. Et si nous revenons au Sénégal, nous avons 2 projets majeurs qui vont venir. L'un avec nous-mêmes, Teranga Pharma, donc nous sommes en pré-exploitation, donc bientôt nous espérons avoir nos AIM pour démarrer. Il y a également le projet Parenterus qui a débuté très longtemps et qui vient de commencer son exploitation. Pour dire que si vous regardez bien, il y a un projet également sur café qui va venir. Tout ce tissu ne représente pas plus de 5% aujourd'hui. Donc, sur une demande d'import, on importe aujourd'hui en 2018 126 milliards de francs CFA ont été importés. Hein? Ceci, ça signifie quoi en très clair? Je dis à chaque fois qu'un dollar ou bien qu'un euro est reparti pour acheter un médicament, cela signifie que nous perdons les devises, mais également nous renforçons les emplois dans les pays d'origine. Et ça, c'est fondamental. Nous sommes un pays pauvre, nous avons besoin d'emplois, il nous faut sécuriser
la production, mais surtout maintenir également des emplois. Alors, donc c'est pour après avoir fait cette photographie, donc on peut embrayer un peu sur la souveraineté pharmaceutique et dire de quoi il va s'agir, cette souveraineté. Alors, très rapidement, c'est en 4 ou 5 points pour avoir une souveraineté sur 10 ans, 15 ans, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie urgence, cette souveraineté. Alors, il faut identifier les maladies les plus fréquentes au Sénégal. Hein, nous l'avons fait. Et après ces maladies, de sélectionner ces molécules jugées indispensables, les molécules qu'on utilise couramment, mais même dans les zones rurales, qui traitent ces maladies. Et lorsque cette photographie sur ces maladies et ces molécules soit faite, il faudrait maintenant regarder la chaîne de production, mais qui va de la formulation jusqu'à la distribution. Et donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait commencer très rapidement avec la production et ensuite passer à la formulation. Mais surtout, avoir un stock de médicaments jugés prioritaires et indispensables au moins 6 mois, parce que la pandémie nous a montré que très clairement, il faut un stock de sécurité au moins 6 mois. Mais surtout également, développer cette filière de phytomédicaments. Ce sera l'innovation. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'innovation. À mon sens et à mon avis, il nous faut. C'est un segment qui est encore inexploré et il sera très important pour nous de pouvoir travailler sur la gamme des phytomédicaments. Donc, ces familles de médicaments dont on parle qui sont indispensables au Sénégal, c'est ces antibiotiques parce qu'il y a la persistance des maladies infectieuses, ces antiparasitaires, les antalgiques, les maladies chroniques non transmissibles. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle, les hypolipémias, les antidiabétiques et autres, nous avons une augmentation de la classe senior. Et nous voyons que toutes ces maladies-là aujourd'hui qui crèvent le pouvoir d'achat des familles, aujourd'hui, nous devons vraiment apporter donc une réponse forte pour les besoins actuels et futurs pour des médicaments. Donc, quelques freins, comme vous me l'avez demandé. Ici, le premier frein que je vais vous dire, c'est les textes réglementaires et législatifs qui régissent l'activité pharmaceutique au Sénégal. C'est des textes qui datent de 1954. Donc, très rapidement, il faut très rapidement lever cela parce que c'est une grosse anomalie. Mais également, la non-maîtrise des délais de disponibilité des AMM et surtout également la TVA qui constitue un gros problème. Pourquoi? Parce que les entreprises pharmaceutiques, les producteurs, c'est des entreprises qui sont toujours créditrices de TVA. Hein? Le médicament n'a pas de TVA, or les intrants sont frappés de TVA. Mais aussi, autre chose qui est une vraie anomalie dans la chaîne de valeur, c'est la distribution des médicaments. Aujourd'hui, cette distribution en gros n'existe qu'en France pour des produits qui sont consommés au Sénégal. Je vous donne un exemple. Un produit peut être fabriqué au Sénégal, qui remonte en France et qui revient au Sénégal. Ceci nous semble être un problème. Donc, il faudrait très rapidement gérer cela. Mais surtout, la commande publique, c'est une faible part pour les producteurs locaux. Et surtout, le tarif de l'électricité, parce que rien que l'électricité constitue 20% des charges des coûts. Alors, quelques opportunités. Les opportunités, c'est quoi? C'est cette volonté sur le plan de relance de l'économie sénégalaise suite au Covid, ce qu'on appelle le PAP 2A. Hein, je pense que mon ami Cherdiane, de la session suivante, va en parler. Donc, il y a une forte volonté politique au Sénégal pour réaliser la souveraineté pharmaceutique. Mais c'est aussi le développement de ces phytothérapies. Mais s'il y a une opportunité également à voir, c'est que si nous arrivons à mettre en place des décisions fortes et courageuses, ça nous permettra également d'avoir des contrats de performance avec la commande publique qui aujourd'hui constitue un problème pour nos industries locales. Pour finir, pour quelques perspectives, hein, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est cette définition d'une stratégie nationale de développement qui a été décidée par le président de la République et qu'on voit à travers donc, le document de PAP 2A. Mais autre chose qui nous semble important, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une forte volonté de réformer les textes pharmaceutiques. Parce que, quoi qu'on dise, avant toute chose, il faudrait que les textes qui encadrent l'environnement économique, il faut que l'environnement juridique également puisse permettre donc d'éclore, permettre aux entreprises pharmaceutiques donc, de se développer. Mais surtout également du point de vue de la fiscalité. Parce que lorsque nous voulons créer une transformation structurelle, parce que nous voulons, c'est quoi? Si nous voulons avoir une souveraineté pharmaceutique, il nous faut une transformation structurelle de notre segment pharmaceutique. Donc, dans ce cas-là, il faudrait également que les entreprises, les industries pharmaceutiques puissent avoir un statut particulier d'entreprise défiscalisée pendant 10 ans. Mais la dernière perspective heureuse que
j'aurais bien aimé croire à ça. Je le dis, peut-être que ce n'est pas vrai, mais je crois que ça sera une bonne perspective. C'est l'arrivée du pétrole et du gaz qui permettra de pouvoir diminuer le coût de l'électricité qui constitue un énorme poids pour les entreprises sénégalaises. Alors, j'ai vu mon chronomètre à 7 minutes, donc je vais vous laisser la place à d'autres pour pouvoir peut-être répondre à d'autres questions si elles sont posées. Merci à tous. Mahamadou, tu pouvais même peut-être continuer parce que c'était tellement passionnant. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à joindre Djiby Ndiaye. Donc, je vous donne encore 2 ou 3 minutes si vous voulez. Oui, donc pour dire que dans ces perspectives et dans ces opportunités, on a dit ceci que l'Afrique francophone, si vous regardez bien aujourd'hui, les pays piliers de la production, ce sont les pays maghrébins et les pays de l'Inde, qui aujourd'hui sont très compétitifs dans notre marché. Donc pour nous, même avant la COVID, nous pharmaciens du Sénégal, parce que Teranga Pharma, pour comprendre, c'est quelque chose qui appartient aux pharmaciens sénégalais et aux médecins, parce qu'ils se sont dit, il n'est pas normal que les Maghrébins et les Indiens puissent compétir dans notre marché et nous les regardons faire. C'est pour cela qu'il est fondamental que là, les pays francophones, parce que ce qui est vrai au Sénégal l'est également en Côte d'Ivoire, pour ne pas également créer une concurrence qui ne sera pas utile, il sera important également qu'il y ait une certaine cohérence dans les politiques pharmaceutiques entre les pays leaders, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, parce que c'est les 3 piliers, les 3 pays qui tirent l'industrie pharmaceutique francophone. Autre élément qui me semble important, c'est de garantir, on parle de patriotisme économique. Il s'agira ici également de changer ce qu'on appelle les attitudes de consommation. Il faudrait que l'État puisse attirer, déjà, faire des quotas. Ça signifie que au niveau de la commande publique, je donne l'exemple au Sénégal, la PNA, c'est 20 à 25 milliards par année. Si aujourd'hui, on dit que les 5 milliards ou les 10 milliards sur 10 ans seront réservés donc, aux producteurs locaux et qu'on travaille suivant une incitation fiscale, mais également sur des contrats de performance. Parce que si on dit que, par exemple, je prends l'exemple de l'amlodipine ou de metformine, qui sont aujourd'hui des produits très utilisés dans la médecine, on dit que toutes les entreprises locales qui seront là, on vous donne l'exclusivité de la production sur une durée de 5 ans. Et ce sera donc un contrat sur 5 ans. Mais il faudrait que l'État, par exemple, soit donne une lettre de garantie ou bien un acompte annuel qui permettra non seulement de garantir la production, mais également de permettre à l'entreprise de ne pas avoir des tensions de trésorerie. Donc, autre élément qui nous semble important et fondamentalement, c'est la mise en place d'un fonds de soutien à l'investissement. Parce que, en réalité, les coûts de production sont énormes. Et l'un des éléments importants qui font que ce coût est énorme, c'est le système qualité lié à la réglementation pharmaceutique, ce qu'on appelle les bonnes pratiques pharmaceutiques. Donc, dans l'industrie, on vous demande énormément de choses, ce qui est normal parce que ça permet de garantir la qualité du médicament. Et de ce fait, il est important de pouvoir mettre en place un fonds de soutien qui permettra de pouvoir non seulement aider ces entreprises à faire ces investissements de production, mais surtout à avoir également des crédits d'impôt. Parce que le fait de pouvoir donner des impôts à la fin d'année, il serait bien que l'État puisse renoncer à ces impôts et dire, moi, je veux la souveraineté pharmaceutique, je vous laisse que cet impôt, donc ça signifie que tout l'impôt que vous devez me verser, vous le reprenez et vous le mettez dans vos investissements de production. D'autres éléments qui nous semblent importants aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la phytothérapie. Vous savez, aujourd'hui, si nous regardons bien, nous avons une émergence de la classe moyenne au Sénégal et dans les pays africains. Cette classe moyenne aujourd'hui est attachée à ce qu'on appelle les produits éco, parce que c'est ce qu'on appelle, je ne vais pas parler de produits verts, mais il est clair qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir disposer des plantes à base de plantes, si ces plantes sont sont cultivées chez nous, ensuite récupérées par l'industrie pharmaceutique et soigner les populations, vous voyez toute la chaîne de valeur. Donc, vous voyez la culture au niveau local. Je ne fais pas de publicité. Nous, à Teranga Pharma, nous avons commencé une étude avec l'Université de Saint-Louis et des médecins ici à Dakar, parce que nous avions pu constater à travers une thèse que
le BISAP rouge qui est fait au Sénégal était très efficace dans l'hypertension artérielle modérée. Et donc, on s'est dit, alors, on va y aller. Et par exemple, on est allé un tout petit peu loin, on a identifié 2 contraintes majeures et nous pensons que l'État va nous aider à pouvoir les lever. La première contrainte, c'était de disposer de terres suffisantes pour cultiver ces BISAP, mais également d'avoir le renouvellement de la pente, comment accélérer un peu ce renouvellement de la pente. C'est les 2 contraintes que nous avons vues, mais nous, notre ambition, c'est de dire que, et c'est également, je pense, l'ambition de l'État du Sénégal, c'est de développer un bon climat pour développer la phytothérapie. Parce qu'aujourd'hui, on a une flore très riche, donc il ne faudrait pas le gaspiller. Nous avons également un problème qui est le problème, je vais dire, qui est un problème, mais pas trop, c'est la médecine traditionnelle. Mais avec le développement des phytomédicaments, ça permettra de mettre un tout petit peu d'ordre au niveau donc, de ce segment de cette médecine traditionnelle qui n'est pas toujours bien maîtrisée par l'État. Docteur Mamadou, oui. Merci pour vraiment cette excellente prestation. Et maintenant, je pense que nous avons, si je ne me trompe pas, une trentaine de minutes, mais comme c'est bientôt la clôture, mon frère Sossé, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de moi. Merci Michel. Nous avons reçu quelques questions dans la boîte de discussion. Je pense qu'il serait intéressant donc nos panélistes puissent commencer à répondre. La première question, je crois que de notre collègue Dr Issa Diop Touré, certainement à Modrek Chibi du bureau régional de l'OMS. Et Dr Touré voulait savoir le rôle spécifique joué par l'OMS dans l'innovation. Je sais que Modrek a parlé donc, de l'Innovation Challenge. Ça va être bien pour lui de donner plus de détails sur le rôle de l'OMS Afro pour stimuler l'innovation. Modrek, à vous. Thank you very much once again, Dr. Sosefal. Merci beaucoup, Dr. Ibrahima Sosefal. À l'OMS, nous pouvons jouer 3 rôles. Un, c'est de renforcer ou de promouvoir le développement d'innovation en faveur des populations vulnérables. Ou en tout cas pour les communautés les plus éloignées. Nous organisons pour cela, en collaboration avec d'autres organisations, des concours ou des prix. Le deuxième rôle que l'OMS s'attribue, c'est que nous avons une interface directe avec les gouvernements et nous voyons que nous pouvons influencer certaines décisions. Et le troisième, c'est propager les succès dans l'innovation dans notre continent. Donc, nous jouons un rôle important pour surmonter les barrières. Et nous créons aussi des réseaux d'innovateurs et nous les mettons en rapport avec les investisseurs. Nous initions aussi un dialogue stratégique avec les pays pour faire avancer l'agenda de l'innovation. Donc, c'est vrai que nous avons une approche intégrée de l'innovation. À vous. Question de Essetou Mansoursi sur le projet Atlas. Je crois que Dr Adam voulait répondre à ça. Dr Adam, s'il vous plaît. Peut-être je vais répondre. C'est le projet Atlas qui était donc financé par United et mis en place par l'ONG Soltis. Peut-être 2 choses. Une première chose, c'est qu'en tant qu'organisation internationale, évidemment, nous nous sommes beaucoup engagés sur le partenariat international ACTA pour faire accélérer l'arrivée des vaccins, comme l'a dit Michel tout à l'heure, mais aussi des traitements
des tests de dépistage. Il ne faut pas oublier que le vaccin ne va pas tout régler, qu'on a besoin de nouveaux tests, on a besoin de traitements. C'est important d'insister là-dessus. Mais United aussi, on a été très sensible aux difficultés que les différents partenaires sur le terrain étaient en train de vivre. Et typiquement, je pense que le projet Atlas a bénéficié donc de beaucoup de flexibilité de notre part, mais a été aussi une bonne façon de montrer que tout ce qui est le self-care, la manière dont les patients aujourd'hui prennent en charge leur santé, a aussi des effets positifs parce que fait baisser la pression sur les systèmes de santé. Et donc, grâce à ce type de projet, les patients allaient moins vers les structures de santé, étaient moins confrontés aux risques vis-à-vis de la Covid. Et tout le réseau partenarial avec les associations au Mali, tu le sais Michel, c'est très important, le réseau qui a été mis en place, mais c'est aussi le cas au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et ben, la communauté, ce n'est pas seulement le patient qui se prend en charge, c'est la communauté qui se prend en charge à travers ces outils. Et je pense que ça a été une très bonne façon d'apporter par rapport à l'épidémie Covid. Merci beaucoup, Lui. Je vois une question de Aïssatou Diallo, donc qui travaille dans le développement communautaire, le domaine social. Certainement que sa question sera pour Dr Dia, parce qu'elle demande la place du développement communautaire donc, dans ces innovations. Est-ce qu'il y a une stratégie d'innovation technologique plus inclusive? Dr Dia, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que la question est très bonne parce que tout ce que nous faisons dans le domaine du digital, nous le faisons pour la population. Si elle n'adhère pas à ces initiatives, je pense qu'il n'y aura pas de santé digitale parce que le système de santé va désormais offrir des services qu'on appelle services numériques de santé. L'ouverture d'un dossier médical, sa mise à jour, la télémédecine, ce sont des services que nous allons offrir qui sont nouveaux. Donc, s'il n'y a pas un travail approfondi avec la population, je pense qu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs. L'autre aspect, nous devons opter pour les principes et les valeurs du développement communautaire. C'est extrêmement important parce que le numérique doit toucher la population, doit toucher les populations urbaines, les populations rurales. Il faut qu'on fasse tout pour réduire ou supprimer la fracture numérique. Il faut qu'on puisse mettre en place la confiance numérique à la technologie. Si la population n'a pas confiance à la télémédecine, n'a pas confiance aux objets que nous utilisons à distance pour qu'un médecin puisse faire son diagnostic, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, c'est un pilier extrêmement important. Pour nous, en tout cas, au niveau du Sénégal, nous avons 6 projets numériques. Le 6e projet numérique, ça concerne la santé communautaire, donc le développement communautaire. Les autres projets concernent la télémédecine, le dossier patient. Donc, c'est une question importante et je pense que nous, au Sénégal, on est en train de vraiment de tenir compte de cet aspect, mais également de la prévention, d'éviter de faire du digital juste pour le curatif, mais de faire également pour le promotionnel et le préventif. Merci. Merci, Dr Dia. Je pense que vous avez touché du doigt un aspect important de la promotion de la santé, de la prévention, mais aussi de la lutte contre les épidémies et pandémies. Quand on parle de pandémie, c'est au niveau mondial, mais la solution, elle est toujours locale. Sans renforcement des capacités des populations, donc des structures communautaires pour qu'elles s'approprient la lutte, on ne peut pas avoir de résultats. Le plus souvent, nous avons des projections qui parlent de la pandémie comme si c'était juste des projections mathématiques, mais en réalité, tant qu'on ne maîtrise pas les dynamiques communautaires, ce qui se passe en termes d'intervention et de dynamique au niveau de la communauté, on ne peut pas faire de projections crédibles. Je vais donner l'exemple juste d'une technologie que nous avons introduite il y a cela quelques années pour le suivi des contacts, justement, pour Ebola, qu'on appelait le GoData, avec des téléphones portables, en travaillant avec la population. Le suivi des contacts se faisait en une demi-matinée pratiquement. Avant l'introduction de cet outil, il fallait toute une journée pour savoir quelle est la situation du suivi des contacts. Je pense que de plus en plus, nous devons développer ces technologies, pas attendre qu'il y ait une crise pour travailler avec la communauté, mais renforcer les capacités en temps de paix, si on peut parler ainsi. Et c'est ça le vrai travail de préparation pour la promotion de la santé, mais aussi pour répondre en période de crise. Et nous avons une question, je pense, pour Dr Sow sur la stratégie en termes de matières premières, donc comme une source
dépendance ou d'indépendance. Donc, quelles sont les stratégies pour que nos pays soient plus indépendants en termes de matières premières pour les médicaments? À vous, Dr. Sow. Merci, docteur Ibrahima Sosé-Fall, pour cette question. Effectivement, cette question elle est fondamentale pour la réussite de la souveraineté pharmaceutique. Nous savons très bien que c'est pour ça qu'on ne parle pas d'indépendance pharmaceutique, on parle de souveraineté. Aujourd'hui, c'est la Chine et l'Inde qui monopolisent ce marché. Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de réussir cela. Mais pour le faire, nous ne pouvons pas le faire en tant le Sénégal seul ou bien la Côte d'Ivoire seule. Pour nous, le segment du marché des matières premières doit être une solution africaine. Parce que sans cela, les pays pris isolément ne pourront pas réussir. Ce sera une union et je pense que l'Union africaine avec vraiment, comment on appelle encore, la Commission du médicament de l'Union africaine, la CEDEAO, serait donc les solutions idoines pour réussir cela. Merci. Merci, Dr. Sow. Il y a une question pour Dr. Dia encore. Une question d'une personne non identifiée sur le système qui pense qu'il y a beaucoup de défis pour se lancer dans les innovations digitales. Je pense qu'il y a beaucoup de bureaucratie, une montagne de papiers juridiques qu'on demande quels sont ces documents, comment faciliter vraiment l'engagement des jeunes dans l'innovation et la santé digitale. À vous, Dr. Dia. Merci beaucoup. La santé doit s'ouvrir davantage au secteur privé TIC. Nous avons un secteur privé, mais qui est santé. Mais pour la première fois, il faut qu'on s'ouvre réellement et gracieusement pour pouvoir bénéficier du numérique. Mais la question, elle n'est pas simple, parce que certaines questions de la santé digitale sont des questions sensibles. C'est par exemple le dossier patient, le contenu du dossier patient. Les gens qui nous proposent des solutions, effectivement, souvent disent qu'ils ne gèrent pas l'hébergement des données, OK? Donc, c'est au ministère de gérer ça. Donc, eux, ils viennent juste avec des solutions digitales. La télémédecine, c'est de la médecine à distance, donc elle doit être réglementée. Quelqu'un qui vient nous proposer de la télémédecine et qui veut héberger le contenu des discussions médicales dans un serveur, ça ne nous met pas à l'aise, nous, tout ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État nous a demandé de lui élaborer le plan d'investissement sectoriel 2020-2024 qui doit être accompagné de réformes. Dans les 5 domaines de réforme, il y a le 4e qui concerne la santé digitale avec une loi et 2 décrets qui vont venir. Et nous pensons, avant la fin de l'année, peut-être qu'on va faire le conseil présidentiel sur ce plan d'investissement, histoire de valider qu'on puisse y aller dans le domaine de la santé digitale. En ce moment-là, on prendra la loi, le décret sur la télémédecine et les dossiers patients, et ainsi on pourra réglementer l'entrée du secteur privé dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore mis en place un dispositif d'agrément. On reçoit beaucoup de courriers, mais on ne peut pas donner un agrément pour la télémédecine, parce que c'est de la médecine. On ne peut pas donner un agrément pour quelqu'un qui veut héberger les données des patients, autre qu'à la DIA. Donc, ce n'est pas une question simple, mais nous sommes très ouverts et nous allons vous permettre de faire le travail que vous avez appris dans les écoles, que nous n'avons pas appris, que nous avons besoin de vous pour que le système puisse fonctionner davantage. Merci, Dr. Dia. Je pense que c'est très clair. Il faut un cadre juridique clair, donc, mais l'ouverture est là et donc la télémédecine, les innovations digitales vont nous permettre d'avancer en termes de promotion de la santé, en termes de surveillance, mais aussi en termes de partage de données entre médecins pour éviter que les dossiers restent sur des papiers rangés dans des armoires. Et quand le patient passe d'un médecin à un autre, c'est tout un problème pour avoir le dossier complet du patient. Je pense que nous avons déjà vu avec certains laboratoires que les données sont bien conservées. Maintenant, quand vous retournez 1 an, 2 ans après pour faire les analyses, vous voyez que vous avez l'historique de vos paramètres biologiques. Je pense que nous devons évoluer vers ça dans la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Il faut qu'on sorte de l'ère du papier pur et dur pour aller dans des systèmes beaucoup plus real-time, beaucoup plus dynamiques et accessibles, mais dans un cadre juridique et dans le respect donc, du secret médical, dans le respect de l'éthique médicale. Je pense que c'est important. Je pense que… Si vous permettez, Dr. Fall, je voulais juste… oui. Si vous permettez, juste très rapidement, par rapport à la question de Mme Adja Issatou Diallo sur l'inclusivité des innovations technologiques, évidemment, elle porte une promesse très forte.
Et comme j'ai essayé de le présenter, il y a énormément de startups qui se sont créées et qui peuvent apporter des réponses au niveau communautaire et social, travailler sur l'inclusivité des personnes malentendantes en utilisant les technologies digitales, la voix, ça arrive de plus en plus, des personnes qui sont déficientes visuelles, c'est-à-dire qu'il y a la réponse évidemment traditionnelle dans la santé avec le médicament, mais les technologies digitales sont porteuses également de solutions complémentaires au niveau social et communautaire. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'était par rapport à, justement, pour faire le lien avec ce que vient de dire le Dr Dia, effectivement, on parle de plus en plus de souveraineté numérique, c'est très, très important. Et autant ce qu'a présenté le monsieur le ministre Michel Sidibé sur l'agence médicale africaine est un sujet, à un moment donné, du fait de la digitalisation du médicament, entre guillemets, de l'industrie, et de l'arrivée justement de Digital Health va se poser aussi à un moment donné cette question de la souveraineté numérique et peut-être d'une représentation interafricaine qui va en tout cas aider à structurer cet élément-là pour faire en sorte que les données, comme ça a été rappelé par le Dr Dia, puissent être maîtrisées sur le sol africain, d'avoir des infrastructures performantes sur le sol africain, des data centers, des supercalculateurs, au moins un, peut-être, et savoir où il sera. Et voilà, donc ça, ce sont des vraies questions, je pense. En tout cas, je remercie les participants de les avoir posées. Merci. Je ne vois pas de questions additionnelles. Je vais juste dire un mot et passer la parole encore à mon co-chair Michel pour les points spécifiques sur les étapes ultérieures pour l'Agence des médicaments africains. Je sais que le processus de ratification est encore en cours et il faut encore beaucoup de travail pour que les pays le ratifient. Mais j'aimerais juste revenir sur la technologie et le digital, comme nous l'avons dit tantôt. C'est un outil. Donc, c'est un outil que nous devons manier à bon escient pour le meilleur impact pour la vie et la santé des populations. Quand nous sommes dans le secteur de la santé, tous les outils additionnels doivent avoir donc un effet sur la santé de la population, avoir un impact. Autrement, ce ne sera pas utile. Nous n'avons pas juste besoin de plateformes pour montrer que nous avons le digital. Il faut toujours lier ça aux résultats en termes de promotion de la santé, en termes de prévention des maladies, en termes de prise en charge des malades. Et c'est là où c'est utile pour le professionnel de santé et pour la population. Et cela va faciliter aussi l'adhésion de tout le monde. C'est la même chose pour ce qui est de la surveillance. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des systèmes de surveillance basés sur du papier. Ça doit être une surveillance à temps réel où un décideur assis au niveau du ministère de la Santé a son tableau de bord et peut voir tout ce qui se passe dans les districts les plus périphériques. Et au niveau décentralisé aussi, avec des mécanismes qui permettent d'analyser rapidement les informations disponibles pour une prise de décision au niveau local. Et nous devons utiliser donc ces outils avec humanité et sagesse et d'une manière qui permet aussi de réduire les inégalités et partout dans l'ensemble de nos pays, quel que soit le lieu géographique où nous nous trouvons. Donc, merci beaucoup encore et je retourne la parole à mon frère Michel. Merci, mon cher frère. Je crois qu'on vient de nous envoyer un petit message qu'il est temps de conclure. Donc, moi, je commencerai par dire d'abord merci vraiment pour cette facilitation de ta part qui était très, très utile. Les questions, moi, je ne les avais pas. Toi, tu les avais, tant mieux. Et je voudrais surtout aussi en profiter pour dire que j'ai beaucoup apprécié les intervenants. Pour rebondir sur quelques points très importants, je pense que c'était très riche. La première chose que je peux retenir de toute cette discussion, c'est que l'innovation n'est plus du tout, disons, dans un petit coin caché, déconnecté de nos réalités de tous les jours. L'innovation, il y a une prise de conscience et politique, et il y a une prise de conscience certainement au niveau des populations pour aller un peu plus vite avec tout ce qui peut être innovation. Mais je pense que ce n'est pas seulement la question de l'innovation en tant que telle, mais c'est aussi son lien avec, comme Sosé l'a mentionné tout de suite, avec la capacité de pouvoir anticiper, de réagir rapidement, de pouvoir prendre des décisions, et des décisions même au niveau local, mais en temps réel. Donc, la nécessité d'une dématérialisation, l'accompagnement avec une formation
certainement un système de financement plus adéquat, voir un peu les liens entre le secteur privé et l'État, aller à l'échelle avec toutes les initiatives qui sont aujourd'hui porteuses d'un certain intérêt, mais surtout faire en sorte que cette santé digitale ne soit pas tout simplement, disons, que la santé digitale devienne un peu, fasse partie de l'ensemble des stratégies, de nos stratégies, et qu'on puisse les conduire de façon transversale. Donc, je pense que ça, c'était des points très importants. Je continuerai en disant que, bien sûr, qu'il faut revoir toute la question de la santé digitale avec son lien avec le réseau associatif. La notion d'inclusivité a été mentionnée. Comment faire en sorte que les prises en charge deviennent plus effectives et réelles, mais transparentes pour les patients, faire des patients des acteurs réels de la transformation, donc s'ouvrir au secteur privé, mais en même temps, on l'a entendu, il faut une réglementation, il faut faire en sorte que cette réglementation puisse permettre justement de porter des réformes qui peuvent aller au-delà du niveau national pour aller vers même une souveraineté, pourquoi pas, numérique au niveau continental. Au niveau du médicament, moi, je veux vraiment remercier le docteur Mahamoudou Sow. Il a été très pertinent. Et ce que je voudrais retenir tout simplement, c'est de dire que, bien sûr, il faut réformer les textes, il faut revoir la fiscalité, il faut faire en sorte qu'on puisse créer des espaces qui vont permettre justement d'aller un peu plus vite en termes de production locale. Mais lorsque nous parlons de production locale, le grand problème que nous avons, moi je l'ai vécu personnellement, lorsque j'étais au Bénin, le Bénin était en train de mettre en place une firme pharmaceutique de production locale. Je fais 150 km au Togo, une firme pharmaceutique. Je vais au Ghana, une firme pharmaceutique. Je viens en Côte d'Ivoire. Donc, ce que je voudrais dire, l'avantage de l'Agence certainement africaine du médicament, ça va nous permettre d'aller vers ce que j'appelle des hubs, donc des pôles d'excellence de production. Et ça va certainement nous permettre d'aller beaucoup plus vite en termes de qualité, la qualité de la production, l'attractivité. Mais en plus de cela, ce que ça va nous aider à faire, c'est d'éviter la fragmentation. Aujourd'hui, vous l'avez mentionné vous-même, je pense que c'est très important quand on regarde, si on enlève l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, je pense que l'ensemble de la production locale ne dépasse pas 3% des médicaments que nous consommons au niveau continental. Donc, pour y arriver, je pense qu'il faut aller vers cette opérationnalisation rapide. Jusqu'à présent, nous n'avons que 6 pays qui ont ratifié. Je sais que le président Macky Sall a vraiment, il y a une année de cela, demandé à ce que cette ratification devienne une réalité. Je suis sûr que le Sénégal va ratifier rapidement. Et lorsque nous aurons la chance d'avoir AMA, je pense que ça va nous aider vraiment à aller vers, bien sûr, une réponse coordonnée à l'échelle de l'Union africaine aux crises sanitaires. Ça va nous permettre de surveiller et atténuer le risque de pénurie de médicaments. J'écoutais Mahamoudou Sow qui parlait de 6 mois de stock et de dispositifs médicaux essentiels, mais aussi fournir, je pense, des conseils scientifiques sur les médicaments qui peuvent traiter, prévenir ou diagnostiquer et aussi combattre tout ce qui est médicaments falsifiés. Mais l'avantage, je pense, c'est que nous allons pouvoir tirer parti de la zone de libre-échange du continent africain qui devrait contribuer à créer, moi je pense, un véritable marché africain du médicament avec plus de 1,2 milliard de personnes. En tout cas, je m'arrête là. Je voudrais dire encore une fois merci de nous avoir associés à cette discussion et ce n'est qu'un début. Et je demanderai à tous les pays qui suivent, en tout cas, cette discussion, qui n'ont pas encore
ratifier, de profiter de ce momentum et surtout avec la crise du Covid, on se rend compte qu'il est important pour nous d'avoir des mécanismes au niveau continental qui nous aident à mieux coordonner et à nous positionner avec beaucoup plus de poids sur le marché. Et encore une fois, je vous remercie. Je remercie vraiment Ibrahima pour m'avoir aidé sur cette co-présidence. En tout cas, à bientôt et merci. Merci, à bientôt.